l'après-midi du 22 septembre 2005, la chaleur moite et sèche de la campagne du Minas Gerais s'abattit sur Itaoca tel un voile de poussière. Il était 17h08 lorsque le portail latéral de l'école publique Padre Antonio s'ouvrit pour accueillir les derniers élèves de la journée. Dès lors, le rythme de la ville reprit son cours habituel, lent, prévisible, presque somnole. Mais ce jeudi-là portait en lui quelque chose d'inexpliqué, une prémonition qui ne fut comprise que trop tard. Maria Luia da Rocha, 13 ans, venait de quitter le cours d'histoire. Sur ses épaules, elle portait son habituel sac à dos bleu, déjà un peu défraîchi par son usage quotidien, avec de minuscules fleurs cousues dans le tissu. La trousse était à l'intérieur, ainsi que 2 cahiers et un emballage de biscuits qu'elle n'avait pas terminé pendant la récréation. Ses cheveux, son inséparable diadème lilas au cadeau de sa grand-mère pour son précédent anniversaire détachaient ses mèches brunes de son visage, comme toujours. Luia marchait seule sur le chemin de terre qui reliait l'école au quartier où elle vivait avec sa mère et ses 2 jeunes frères. Le trajet fut court, 7 minutes à pied à son rythme habituel. La rue était bordée de murs en plâtre écaillé, de quelques maisons et de quelques arbres secs qui ne fournissaient guère d'ombre. À cette heure-là, les portes étaient fermées, les radios fonctionnaient dans les cuisines, et une odeur de haricots et d'oignons frits commençait à s'échapper par les fenêtres. Elle dit au revoir à ses amis d'un rapide signe de la main et d'un demi-sourire, comme d'habitude, sans aucun point commun, sans comportement inhabituel. Un de ses camarades la vit même franchir le portail seul en jouant avec la sangle de son sac à dos. Après cela, plus personne ne la regarda. Sa mère, Irene da Rocha, remarqua presque immédiatement l'absence de sa fille. Elle était habituée à l'emploi du temps quasi pressé de Luia. À 17h15, elle rentrait généralement à la maison, jetait son sac à dos sur le canapé et demandait ce qu'elle voulait prendre au petit déjeuner. Ce jour-là, à 17h25, la tasse était déjà remplie et la chaise vide. À 17h30, Irene était déjà à la porte de l'école. Il marcha tout le chemin du retour, scrutant chaque recoin du chemin de terre. Aucune réponse. À la porte de l'école, un membre du personnel confirma. Oui, elle est partie normalement. Elle vient de partir. Mais que se passe-t-il normalement lorsqu'une fille de 13 ans disparaît sans laisser de traces? Le visage déjà paniqué, Irène courut chez elle et commença à appeler les voisins. En moins de 40 minutes, 4 habitants du quartier, lampe de poche et vieux téléphone portable à la main, se dirigeaient vers la lisière du bois le plus proche, un endroit où les enfants jouaient parfois après l'école. Le ciel s'assombrissait déjà et la ville, trop petite pour cacher ses habitants, commençait à comprendre que quelque chose de grave s'était produit. À 19h40, la police militaire fut appelée. Le rapport fut déposé le soir même et, pour la première fois depuis des décennies, les couloirs de l'école Padre Antonio ne purent plus dormir paisiblement. Le dossier scolaire de Luia était remarquablement exempt de tout problème. Bonne élève, amicale avec tout le monde, elle n'avait aucun conflit avec ses camarades, ses professeurs ou ses voisins. Sa relation avec sa mère était considérée comme étroite, presque symbiotique. Elle passait beaucoup de temps ensemble à la maison, depuis que le père des enfants avait abandonné la famille des années auparavant. Irène subvenait aux besoins de ses 3 enfants en effectuant des petits boulots dans les maisons familiales et en vendant des gâteaux, et elle s'efforçait d'aller chercher Luia dès qu'elle le pouvait, même si ce jour-là elle était restée à la maison avec les 2 garçons malades. Les frères de Luia avaient alors 7 et 5 ans. L'aîné, Daniel, raconte qu'en cette fin d'après-midi, sa mère était déjà inquiète avant même le coucher du soleil. Des années plus tard, elle confia à la presse locale qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas, que c'était comme si le sol s'était effondré. Durant cette première nuit, les recherches furent improvisées. Des hommes armés de machettes se frayèrent un chemin à travers les bois voisins, tandis que les voisins frappaient aux portes avec des lampes de poche et une photo récente de la jeune fille. Les premières affiches furent imprimées à la hâte à l'imprimerie de l'église, et avant minuit, l'histoire se répandait déjà, la jeune fille avait disparu en bord de route, dans une ville où tout le monde se connaissait. Le lendemain matin, la mobilisation était totale. Pompiers, police civile, volontaires et même une équipe de radio régionale se sont rendus à Itaoca.
Les recherches se sont concentrées sur les abords de l'école et sur le chemin menant au domicile de l'UIA. Des chiens renifleurs ont tenté de suivre les traces, mais l'activité de la nuit précédente avait compromis l'environnement local. Le sac à dos n'a pas été retrouvé, pas plus que la tiare Lila. La ville, qui comptait moins de 10 000 habitants, était plongée dans un état de choc. Les enseignants furent interrogés, les élèves interrogés. L'hypothèse d'une fuite volontaire fut rapidement écartée. L'UIA n'avait nulle part où aller, aucun antécédent de conflit. Il n'y avait pas de notes, pas de bagarre, pas de dispute, pas la moindre trace de rébellion adolescente. Seul subsistait le silence, un fossé entre l'école et la maison. 7 minutes de route, une disparition silencieuse. Donna Irene commença à dormir sur le canapé près du portail, espérant entendre du bruit. Chaque soir, elle posait l'assiette de sa fille sur la table. La chambre restait intacte, des cahiers sur le bureau, sa robe du dimanche accrochée à la porte du placard et un post-it avec la phrase « Bon examen » collé sur le miroir, écrit par sa mère le matin même. Au cours des semaines suivantes, la ville était tiraillée entre peur et vigilance. Chaque bruit devenait suspect, chaque inconnu une menace. Et Itaoka n'était pas préparé à vivre avec cette absence. L'école a peu à peu repris son rythme habituel, mais dans chaque classe, à chaque récréation, une chaise semblait toujours vide. Le temps n'avait pas encore fait son œuvre, car, au fond, personne ne croyait que c'était la fin. Elle reviendrait, quelqu'un la verrait. À tout moment, elle pouvait réapparaître. Mais Maria Luia ne revint pas et le silence de ce chemin de terre ne fut plus jamais le même. Le lendemain de la disparition de Maria Luia da Rocha, Itaoka s'est réveillé au son inhabituel d'hélicoptères, de sirènes et de pas précipités dans les rues en terre. La place centrale, habituellement déserte à 7 heures du matin, ressemblait au centre d'un effort de guerre. Des véhicules de la police civile arrivèrent des municipalités voisines. Les pompiers d'Almenara furent rapidement appelés. Les stations de radio ont commencé à diffuser en direct et les habitants, les yeux enfoncés et les paumes moites, sont retournés dans les bois, comme s'ils cherchaient quelque chose qu'ils savaient déjà au fond d'eux-mêmes qu'ils ne trouveraient pas. La mère de l'UIA, Donna Irene, n'avait pas fermé l'œil depuis 2 nuits. Assise sur la chaise en plastique blanc devant la porte d'entrée, elle répondait aux questions des policiers avec une dignité inouïe pour une personne en état d'évanouissement. Elle ne prendrait jamais le pouvoir de son plein gré. Jamais. Elle sait que j'ai besoin d'elle ici, répéta-t-elle, les yeux rivés au sol, comme si elle attendait que sa fille sorte de terre. Le point le plus exploré était le petit sentier qui longeait l'arrière de l'école, une zone autrefois utilisée comme verger et qui, au fil du temps, s'était transformée en hautes herbes. Ce sentier menait au terrain vague, où certains enfants s'aventuraient à jouer et d'où, selon un résident, l'UIA prenait parfois des raccourcis pour rentrer plus vite chez elle. C'est là que les chiens renifleurs ont semblé s'agiter pendant quelques secondes le 2e jour de recherche, mais aucune trace concrète n'a été trouvée. La communauté a installé un centre de soutien improvisé dans une salle paroissiale près de l'école. Les femmes se relayaient pour servir du café et des sandwichs aux bénévoles. Les enfants dessinaient des affiches avec le nom et le visage de l'UIA. Le portrait, réalisé à partir d'une photo de classe, montrait le doux visage d'une jeune fille coiffée d'un diadème lilas et aux yeux marron sereins. C'est l'image qui a orné les lampadaires, les devantures de magasins, les églises et les pare-brises de voitures pendant près de 2 ans. Où est l'UIA est devenue la question la plus fréquemment posée dans les conversations en cercle, dans les files d'attente au supermarché, sur les bancs publics. Mais au fil des jours, la réponse nous a filé entre les doigts. Durant les premières semaines, la police civile a travaillé avec 2 hypothèses principales, un enlèvement par un habitant local ou un crime commis par un proche de la victime. Les autorités ont passé au peigne fin la vie de l'UIA à la recherche de signes avant-coureurs. Aucun n'a été trouvé. Les enquêtes comprenaient des entretiens avec tous les enseignants et le personnel de l'école publique Padre Antonio, une enquête auprès des étrangers ou des travailleurs temporaires qui étaient en ville cette semaine-là et des vérifications des antécédents des voisins ayant un casier judiciaire. Un concierge d'école, âgé de 49 ans à l'époque, a été interrogé à plusieurs reprises. Il vivait au fond d'un terrain à 2 pâtés de maison de l'école et avait un accès illimité au bâtiment,
même en dehors des heures de cours. Mais aucune preuve concrète ne le liait à la disparition. Comme d'autres, il a été libéré, et le temps a passé. Pendant ce temps, la routine scolaire changeait. Sur ordre de l'administration, les élèves les plus jeunes n'étaient libérés qu'en présence de leur tuteur. Les enseignants organisaient des groupes de parents pour accompagner les enfants à l'entrée et à la sortie. Mais l'ambiance était au deuil suspendu, comme si chacun attendait simplement que la tragédie devienne réalité. La classe de Luya est restée vide pendant des semaines. Une élève a même dit qu'elle ne voulait plus s'asseoir près du mur, car le bureau de son ami s'y trouvait. Une autre a écrit dans son cahier, « Si elle ne revient pas, je ne veux plus venir ». Donna Irene, quant à elle, a transformé la maison en sanctuaire. Non seulement la chambre de sa fille est restée intacte, mais elle a également conservé ses pantoufles, sa brosse à cheveux et même la serviette avec laquelle Luya s'est essuyé la bouche le jour de sa disparition. Le plat du dîner de ce jeudi, une soupe aux haricots, est resté intact dans l'évier pendant 3 jours. 6 semaines plus tard, les recherches officielles ont été interrompues. Le chef de la police a donné une brève conférence de presse. Il n'y a pas de nouvelles pistes. L'enquête est toujours ouverte, mais sans preuves concrètes. La collaboration de la communauté reste essentielle. En pratique, la situation s'est calmée. La presse est partie. Les bénévoles ont repris le travail. Les enfants ont recommencé à jouer, mais cette fois sous le regard attentif de leurs parents. Le temps, déjà lent à Itaoka, s'est allongé. Mi-2006, un groupe d'élèves de l'école elle-même a organisé une marche pour la paix. Ils portaient des t-shirts avec le visage de Luya imprimé sur la poitrine. Ils ont récité des prières, chanté des chants religieux et déposé des fleurs devant le portail de l'école. Irène observait de loin, assise sur le trottoir, ses 2 enfants dans les bras. Elle n'avait pas la force de participer. Elle dit simplement. Elle est quelque part, mais personne ne veut l'écouter correctement. En 2007, une lettre anonyme est arrivée au commissariat. Elle affirmait, sans fournir de détails, que Luya n'avait jamais quitté l'école. Qu'il cherchait au mauvais endroit. L'écriture était tremblante, la page arrachée d'un cahier ordinaire. Le document a été analysé et son écriture comparée à celle d'anciens employés. Aucun résultat. La lettre a été classée comme n'ayant aucune valeur d'enquête. Irène en a néanmoins conservé une copie jusqu'à ce jour. Fin 2008, 3 ans après sa disparition, seule sa mère continuait de s'enquérir de Luya. La chambre était restée intacte. Sa robe du dimanche était accrochée à la porte. Le diadème lilas reproduit en souvenir par sa grand-mère trônait sur la commode, comme si elle allait un jour le porter à nouveau. L'école continua. De nouveaux élèves arrivèrent, la bibliothèque fut rénovée et le directeur remplacé. Mais le jardin de manguier, à l'arrière, resta quasiment intact, un lieu à moitié oublié, à moitié évité. Plus personne n'aimait y passer. En 2009, 4 ans après la disparition de Luya, la ville d'Itaoka semblait avoir avalé l'affaire comme elle avale les fortes pluies de mars, l'impact initial et la boue dure des mois, jusqu'à ce que tout se tasse sous la boue. L'école redevint le centre de la vie locale. Les enfants couraient dans les couloirs. Les cloches sonnaient aux mêmes heures. De nouveaux enseignants étaient embauchés. Mais parmi les plus anciens, un regard planait encore sur le bureau vide, resté un moment réservé, sans que personne ne le dise à voix haute. La mémoire de Luya n'a pas disparu, mais elle est devenue une ombre. La directrice qui prit ses fonctions cette année-là décida de rénover la salle des professeurs et de repeindre les façades, tentant ainsi d'effacer les traces du passé. Les nouveaux élèves qui n'avaient pas vécu l'époque de sa disparition entendaient rarement son nom. Lorsqu'il posait des questions sur les vieilles affiches conservées dans la réserve, quelqu'un changeait toujours de sujet. C'était plus facile de suivre. Cependant, Donna Irene da Rocha n'a jamais accepté cette marche silencieuse du temps. Pour chaque anniversaire de sa fille, elle collait un morceau de carton manuscrit avec des lettres tordues sur la porte de l'école. Aujourd'hui, Luya aurait 14 ans. Nous l'attendons toujours. En 2010, il écrivait « 15 ». En 2011.
Le journal disparaissait toujours au bout de quelques jours. Personne ne savait jamais qui l'avait pris. Ou peut-être le savait-il, mais personne ne posait la question. À la maison, les frères de Luya grandissaient en son absence, occupant chaque centimètre carré de la maison. Daniel, l'aîné, se souvenait de moins en moins du visage de sa sœur. Sa mère gardait des photos dans un tiroir, mais préférait ne pas les montrer. J'avais peur qu'à force de les regarder, l'image s'efface. La chambre de Luya était restée la même, malgré les fuites et le plafond qui s'écaillait. Sur le lit, le couvre-lit rose délavé était orné d'une fleur en son centre. Il était resté le même depuis 2005. En 2012, une décision administrative a changé le cours des événements. L'école publique Padre Antonio s'est vue attribuer un projet d'agrandissement des infrastructures publiques. Un nouveau terrain couvert devait être construit, l'ancien a un terrain en terre battue derrière les salles de classe n'offrant pas d'installations adéquates pour les activités sportives. Le site choisi pour le projet était l'ancien jardin de Manguera, jardin des tuyaux d'arrosage. Malgré sa beauté, cet endroit était rarement fréquenté par les classes. Les grands arbres denses formaient un petit bosquet entre l'école et le mur du fond, donnant au lieu un air d'abandon. Peu d'élèves s'y aventuraient. Pour des raisons de sécurité, l'accès était limité. Lorsque les ingénieurs sont venus prendre des mesures, ils ont constaté que le sol avait besoin d'être nivelé. Des racines profondes, des roches instables et des décennies de feuilles mortes créaient une surface irrégulière. Il a été décidé d'arracher les arbres, de dégager toute la zone et de préparer la base pour le bétonnage. La construction, cependant, a pris du temps. D'abord les pluies. Puis les coupes budgétaires. Et enfin, les problèmes avec l'entreprise contractante. Le projet est resté bloqué pendant des années. Les broussailles ont repoussé autour des arbres coupés, comme si la terre cherchait à cacher l'avenir. Petit à petit, le temps semblait préparer quelque chose que personne n'attendait. En 2014, Madame Irène a connu son premier problème de santé grave. Diagnostiquée avec une dépression sévère et des crises de panique, elle a commencé à être prise en charge par une assistante sociale du centre de santé de son quartier. Ses enfants, désormais adolescents, s'occupaient des tâches ménagères. Malgré sa faiblesse, elle s'efforçait d'allumer chaque semaine une bougie blanche dans la chambre de Luya, à côté d'une photo de sa fille en uniforme scolaire. Ce jour-là, le monde s'est arrêté de tourner, a-t-il dit un jour à son assistant. Et j'ai refusé de retourner marcher avec lui. L'année suivante, 10 ans s'étaient écoulés sans réponse. L'affaire n'était plus dans les archives du commissariat d'Itaoka. Aucune enquête n'était en cours. Les dossiers étaient archivés. La plupart des policiers chargés de l'incident initial étaient déjà à la retraite ou mutés. L'enquête n'existait plus que sous forme de chiffres et de souvenirs. En 2016, les travaux d'agrandissement de la cour d'école ont finalement repris. Une nouvelle municipalité a relancé le projet et a embauché un nouvel entrepreneur. Les ouvriers sont arrivés à l'école. ChatGPT a dit. Mi-juillet, machines et ouvriers arrivèrent, apportant la paie, pioches, sacs de ciment et pelleteuses. Le jardin de manguier, jusque-là abandonné, fut clôturé. Des arbres plus vieux que l'école furent abattus et des branches sèches recouvrirent le sol. Le défrichage commença lentement, sous un soleil de plomb et une poussière intense. En août de cette année-là, alors qu'il creusait manuellement les fondations du terrain, l'un des ouvriers heurta un objet dur avec sa pelle, à environ 40 cm de profondeur. Il pensa qu'il s'agissait d'une pierre, mais en retirant de la terre, il remarqua la forme irrégulière d'un sac plastique détérioré. Humide et sale, il était mêlé de feuilles mortes et de fines racines. En le sortant avec précaution, il sentit le poids de quelque chose à l'intérieur. En ouvrant le sac, la première chose qu'il vit fut le fond d'un tissu bleu à imprimer floral, un sac à dos déchiré et humide, taché de vieilles saletés et de moisissures. En silence, les ouvriers échangèrent un regard. L'un d'eux remarqua quelque chose à proximité, un diadème lilas, plié et cassé sur le côté, mais toujours intact. C'était enfantin et immédiatement familier. Les fouilles s'arrêtèrent à cet instant.
La direction de l'école fut appelée. Le coordinateur pédagogique, arrivé sur les lieux, resta figé. Peu après, la police fut alertée. Donna Irene fut prévenue quelques heures plus tard. En entendant les mots « sac à dos » et « diadème », elle s'effondra. Il n'avait besoin de rien d'autre, la zone était bouclée avant même le coucher du soleil. La police de la ville voisine est arrivée vers 18 heures, armée de puissantes lampes torchées et de rubans jaunes pour délimiter le périmètre des fouilles. Le directeur a suspendu les cours pendant 2 jours. Le trou, d'Aak sans grave peine plus d'un demi-mètre de profondeur, dans l'ancien jardin de manguiers semblait avoir englouti le temps. L'odeur de terre humide, mêlée à celle des feuilles pourries, flottait dans l'air comme un avertissement ancestral. À l'intérieur du sac, outre le sac à dos bleu avec son imprimé de petites fleurs, il y avait les restes partiels de 2 cahiers moisis, un emballage froissé d'un biscuit pour enfants, le genre que Luya avait l'habitude de prendre pour le goûter, et un petit porte-clés avec des lettres en plastique coloré qui éplait son nom, Luya. Le diadème lilas a été retrouvé à proximité, légèrement enfoui, encore couvert de terre et plié à la base. Les cahiers étaient collés ensemble, mais l'écriture enfantine était encore partiellement lisible. L'un d'eux contenait des exercices d'histoire datés de septembre 2005. Son nom complet, Maria Luya da Rocha, était inscrit sur la première page, ainsi que le numéro de classe, 8e. Aucun matériel biologique n'a été retrouvé sur le site, ni os, ni sang, ni cheveux ni tissus humains, seulement les objets et leur poids. Les experts médico-légaux ont passé 2 jours entiers à analyser le sol. Le rapport préliminaire indiquait que le sac à dos avait probablement été enterré entre 2005 et 2007, le type de détérioration, la profondeur et l'accumulation de matière organique autour des objets le laissaient supposer. Il n'y avait aucun signe de mouvement récent, il était là depuis au moins 10 ans. Les enquêteurs ont examiné les dossiers des affaires non résolues. Le rapport de police de 2005 mentionnait avec précision le diadème lilas, décrit par Irène comme étant en plastique, avec 2 pierres brillantes collées sur le côté exactement les mêmes que celui retrouvé. Impossible d'ignorer la coïncidence. Le même jour, l'école a été à nouveau fouillée, les réserves, les sous-sols et les espaces entre les murs. Tout a été fouillé plus minutieusement qu'en 2005. Rien d'autre n'a été trouvé. Les journaux régionaux firent leur retour en ville. Les journalistes encerclèrent l'entrée de l'école, tentant d'interviewer les parents, les enseignants et le personnel de longue date. Les visages étaient plus âgés, les réponses plus prudentes. Personne ne voulait répéter les rumeurs ni attiser les cicatrices, mais la vérité est que, pour beaucoup, cette découverte confirma un soupçon de longue date que personne n'osait exprimer à voix haute, Luya n'avait jamais quitté l'école ce jour-là. Donna Irene fut appelée pour identifier les objets. Elle entra au commissariat accompagnée de l'un de ses fils, aujourd'hui âgé de 17 ans. Voyant le sac à dos, elle ne dit rien, elle passa la main sur le tissu bleu taché, toucha le porte-clés portant le nom de sa fille et, voyant le diadème de travers sur la table, fondit en larmes. Puis elle dit simplement, c'est à elle. Je n'ai jamais douté. Cette découverte a relancé l'affaire. La police a rouvert l'enquête et a réinterrogé tous les employés de l'époque, enseignants, portiers, serveuses et agents de sécurité. Nombre d'entre eux étaient déjà retraités ou vivaient dans d'autres villes, certains ont refusé de commenter, tandis que d'autres ont déclaré ne pas se souvenir des détails. Mais au milieu des discours hésitants et des souvenirs confus, certaines histoires ont commencé à refaire surface, notamment à propos de zones moins fréquentées de l'école, comme le jardin d'As Manguera lui-même. La police civile, sous la pression de la presse et du retentissement de l'affaire, a chargé une équipe spéciale d'examiner tous les anciens documents. Ils ont découvert que le concierge mentionné dans l'enquête initiale, celui-là même qui vivait près de l'école et y travaillait depuis plus de 10 ans, était décédé en 2010 d'une crise cardiaque. L'homme n'avait pas de casier judiciaire, mais il avait attiré l'attention pour son accès illimité à l'école, même le week-end. Aucune inculpation formelle n'a été retenue, l'absence de preuves matérielles empêchait toute responsabilité directe. Mais pour la mère de Luya, ses anciens professeurs et la communauté silencieuse d'Itaoka, la suspicion est devenue un murmure constant. L'affaire ayant fait à nouveau la une des journaux, des journalistes extérieurs ont tenté de retracer l'histoire.
Ils ont interviewé des amis d'enfance, des voisins et des enseignants du primaire. L'un d'eux a raconté qu'en 2005, l'école avait subi un refoulement d'égouts dans le jardin, et que le concierge avait dû creuser manuellement le trou pour réparer la fuite. La date correspondait, 2 semaines après la disparition. Le rapport de construction se trouvait dans les archives de l'école. La profondeur des fouilles était similaire à celle à laquelle le sac à dos avait été retrouvé. Mais il n'y avait ni appareil photo, ni archives photographiques, ni notes supplémentaires sur les travaux effectués à cet endroit, juste un morceau de papier jauni avec la date, la signature et un dessin mal dessiné du système de plomberie. Donna Irene a accueilli la nouvelle avec un mélange de colère et de résignation. « Ils ont enterré une partie de ma fille là-bas », a-t-elle dit en regardant par la fenêtre la cour de l'école. Et pendant 11 ans, tout le monde est passé devant, comme si de rien n'était. Le nouveau directeur suspendit indéfiniment les travaux de construction du gymnase. Le site fut bouclé, et même sans corps, réponse ou conclusion, l'école ne serait plus jamais la même après ce mois d'août. La réouverture du dossier de Maria Luia da Rocha, annoncée officiellement en septembre 2016, a semé l'émoi et l'épuisement dans la ville d'Itaoka. Impossible d'ignorer les faits, les objets retrouvés dans la cour appartenaient, sans l'ombre d'un doute, à la jeune fille disparue en 2005. Mais sans traces humaines, sans ADN ni nouveaux témoins, tout ce temps semblait revenir, un souvenir rongé et un mystère encore plus dense. Les enquêteurs chargés de la nouvelle phase de l'enquête ont épluché les dossiers originaux, des centaines de pages de déclarations, de registres de recherche et d'anciens articles de presse. Ils ont également interrogé les personnes impliquées dans la vie scolaire cette année-là. L'objectif était de reconstituer l'intervalle entre le départ de Luia de la classe et son supposé retour à pied, une distance de moins de 700 mètres qui s'est tout simplement évanouie dans le temps. Le problème était qu'après 11 ans, la plupart des souvenirs s'étaient estompés. Les élèves de cette époque étaient adultes, dispersés dans les villes voisines ou avec leurs familles. Les enseignants étaient partis. Nombre des membres du personnel les plus proches de la vie quotidienne de l'école, ceux qui avaient accès à la cour, au jardin de manguiers, au sous-sol et aux salles fermées à clé, ou étaient déjà décédés ou avaient déménagé. Pourtant, certains souvenirs refirent surface. Un professeur de mathématiques, retraité depuis 2010, a confirmé que le portier mentionné lors de l'enquête de 2005, Joaquim Batista, aux 49 ans au moment de sa disparition, avait l'habitude d'effectuer lui-même de petites réparations, sans en informer officiellement la direction. Il était serviable, mais il faisait les choses seul. Il travaillait sur la plomberie, l'électricité et parfois même creusait des trous pour réparer des fuites, a-t-il raconté. Une fois, il a travaillé dans ce jardin de manguiers pendant 2 jours. C'était juste après sa disparition. Un autre ancien employé, Nivaldo Ferreira, concierge à la retraite, a vécu une expérience similaire. « J'étais là, en train de creuser près du plus vieux tuyau, en sueur. J'ai demandé si c'était une canalisation éclatée. Il m'a simplement répondu qu'il la réparait. Je ne pensais pas que ce soit grave sur le moment. » Ces rapports ont renforcé le soupçon selon lequel le sac à dos de Luia avait été enterré là, non pas par hasard, mais dans le but de cacher des preuves. Cependant, la mort de Joaquim en 2010 a empêché toute confrontation directe, et l'absence de restes humains parmi les objets retrouvés a empêché toute conclusion. Le rapport officiel de l'Institut médico-légal a confirmé que les objets appartenaient à une période compatible avec la disparition. Le niveau de décomposition, le type de moisissure, la profondeur à laquelle ils ont été trouvés et même le compactage du sol indiquaient qu'ils étaient là depuis au moins une décennie. Mais le rapport était également clair. Il n'y avait ni sang, ni salive, ni peau, ni cheveux, ni aucune autre substance pouvant indiquer une violence physique ou un contact direct avec le corps de la victime. La frustration s'empara des enquêteurs. Les hypothèses étaient confuses, il pouvait s'agir d'un enlèvement mal planifié, d'un accident dissimulé, d'une agression impulsive commise par un membre de l'école, ou, comme le craignaient la plupart des enquêteurs, d'un crime ayant simplement caché les effets personnels pour détourner l'attention. Pour tenter de trouver une nouvelle piste, la police a créé une ligne d'assistance téléphonique anonyme. Des affiches avec les photos de Luia et la phrase « Tout indice peut faire la différence » ont de nouveau été distribuées.
Une ligne d'assistance téléphonique a été annoncée sur les radios locales. Plusieurs appels ont été reçus au cours des semaines suivantes, la plupart concernant des fantasmes, de fausses pistes ou des souvenirs erronés. Une femme se présentant comme une ancienne employée de la cafétéria a affirmé avoir vu Yuya pleurer dans les toilettes le jour de sa disparition, mais son nom ne figurait dans aucun dossier d'employé. Un homme âgé a appelé pour signaler qu'une jeune fille d'apparence similaire avait été vue à un arrêt de bus à Governador Valadares en 2007. Mais rien n'a été confirmé. Le temps avait déjà fait son œuvre, effacer les traces, dissoudre les certitudes. Pendant ce temps, la famille de la jeune fille vivait un nouveau deuil, celui d'une confirmation partielle. La découverte du sac à dos et du diadème ne résolvait pas l'affaire, mais elle changeait tout. C'était la preuve que Yuya n'était jamais rentrée chez elle. C'était la fin de la possibilité d'une fuite volontaire, d'une disparition intentionnelle, d'une disparition planifiée. Elle était là tout le temps, sous terre, et personne ne l'a vue, répétait Donna Irene, de plus en plus fragile, de plus en plus absorbée par l'inconnu. Daniel, aujourd'hui âgé de 24 ans, avait pris la responsabilité de s'occuper de sa mère. Mécanicien dans un garage local, il était devenu un jeune homme calme et concentré, avec une lassitude dans le regard que ses collègues ne comprenaient pas vraiment. Il a lui-même été interrogé par la police, a relu le rapport original et a conservé une copie du nouveau rapport. Je ne sais pas si c'est mieux ou pire de savoir qu'elle était là tout le temps, a-t-il déclaré dans une rare emportement. En 2017, un an après la découverte, l'enquête fut à nouveau classée. En l'absence de preuves matérielles, de nouveaux suspects en vie et d'une piste d'enquête viable, la police civile rendit un avis formel, l'affaire fut rouverte, des investigations furent menées et des éléments analysés. Les preuves minimales pour une éventuelle inculpation pénale manquaient toujours. Classement provisoire avec possibilité de réouverture si de nouveaux éléments apparaissaient. Pour beaucoup, ce fut la fin. Pour Donna Irene, ce n'était qu'un énième pli du temps. Pour moi, elle est toujours là, même si elle n'est plus en vie. Que lui ont-ils fait? Ils nous l'ont fait aussi. Nous sommes mortes à petit feu, ensemble. L'école, avec une nouvelle couche de peinture et un nouveau terrain construit sur un autre site, a maintenu l'ancienne cour clôturée pour une durée indéterminée. Cet espace est devenu le symbole d'une absence indéfinissable, une absence ancrée dans le sol. Début 2018, l'école publique Padre Antonio a fêté son 48e anniversaire. Pour marquer l'occasion, la nouvelle administration a organisé une petite cérémonie avec des prestations d'élèves et d'anciens enseignants. Des ballons ont été accrochés dans les couloirs, des chants ont été répétés et une table à gâteaux a été dressée dans la cour centrale. Mais personne n'a mentionné le nom de Maria Luisa da Rocha pendant les festivités. L'endroit où son sac à dos avait été retrouvé l'ancien jardin de manguiers restait isolé, recouvert d'une bâche noire et de rubans de marquage. Aucune plante n'y avait été replantée. Aucun élève ne s'en approchait. C'était comme un espace oublié au milieu de l'école, une pause entre les sons, un cratère émotionnel dont chacun connaissait l'existence mais que personne n'osait explorer. Même si l'affaire était officiellement classée, la présence de Yuya ne disparut pas complètement de la ville. Certains commerçants affichaient encore sa photo sur leurs vitrines, aujourd'hui décolorées. Le portrait de la jeune fille à la tiare lilas et au sourire retenu, utilisé sur les affiches, était devenu presque un symbole local, un rappel collectif de quelque chose qui n'aurait pas dû se produire ici. Donna Irene, à 54 ans, quittait de moins en moins la maison. Ses déplacements à l'école, une fois par mois, se raréfiaient. Parfois, elle restait assise des heures sur le trottoir de sa propre rue, le regard perdu dans le vide, comme si elle s'attendait à voir sa fille apparaître à tout moment. Les voisins étaient sans voix. Beaucoup évitaient d'aborder le sujet. D'autres faisaient semblant d'être passés à autre chose. Mais les cicatrices étaient toujours là, d'anciens professeurs qui enseignaient encore évitaient d'évoquer le passé, certains lycéens, déjà élevés dans l'ombre de la disparition, disaient ressentir un poids étrange en passant devant le jardin de manguiers. Un étudiant a écrit dans un devoir de littérature. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de voir pour savoir qu'elles existent. Il suffit de prêter attention au silence. En avril de la même année,
Une nouvelle tentative de faire la lumière sur l'affaire surgit d'un endroit inattendu. Un journaliste local, fraîchement diplômé, décida de créer un podcast d'investigation sur les affaires non résolues dans le Minas-Gerais. La disparition de Luya en fut le premier épisode. D'une durée d'un peu plus de 20 minutes, l'émission retraçait les principaux événements de l'affaire et incluait des extraits d'anciens entretiens et des témoignages d'habitants. L'épisode a eu un retentissement régional et a ravivé l'intérêt du public pour l'affaire pendant quelques semaines. Certaines personnes se sont rendues au commissariat pour raconter des histoires qu'elles avaient cachées pendant des années. Aucune de ces histoires n'a donné lieu à des découvertes concrètes, mais parmi les témoignages, un détail a retenu l'attention des chercheurs. Un ancien agent de nettoyage, retraité en 2006, a rapporté avoir entendu des bruits étranges provenant du jardin un matin, quelques jours après la disparition. Selon elle, Joachim, le portier, avait l'habitude de dormir dans une petite pièce à l'arrière de l'école lorsqu'il était de service et sortait souvent la nuit pour inspecter les lieux. Je l'ai vu revenir avec une chemise trempée de sueur et un pantalon taché de boue. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment, mais maintenant, si, a-t-elle déclaré. Bien que le témoignage ait été jugé contradictoire à des fins juridiques, les enquêteurs ont enregistré les informations. Cela a servi, au moins, à renforcer ce qui était déjà pressenti. Il y avait quelque chose dans cette cour qui n'a jamais été correctement expliqué. Fin 2018, un groupe de lycéens de 3e année a décidé de proposer, dans le cadre de leur projet de fin d'études, la création d'un mémorial symbolique aux disparus du Brésil. Le nom de Luya figurait en tête de liste. L'idée était d'apposer une petite plaque dans le couloir principal du lycée, avec les mots suivants. Pour ceux qui sont partis sans explication et pour ceux qui sont restés en attente. Le conseil a rejeté la demande, prétextant que le sujet était sensible et pouvait avoir un impact émotionnel sur les plus jeunes. L'un des élèves ayant participé au projet a écrit sur les réseaux sociaux. Est-il plus facile de faire comme si cela n'était pas arrivé que d'enseigner ce que signifie disparaître? Donna Irene a appris la demande en mariage par une voisine et n'a rien dit. Quelques jours plus tard, elle a déposé une fleur de lilas devant le portail de l'école. Elle n'en a parlé à personne, elle a simplement accroché la fleur avec un ruban blanc et est partie. En 2019, cela faisait 14 ans qu'elle avait disparu. La vie continuait pour tous, sauf pour ceux qui vivaient avec son absence. Daniel, désormais marié et sur le point de devenir père, a confié dans une brève interview qu'il rêvait de sa sœur de temps en temps. Dans mon rêve, elle est assise sur le trottoir, me regarde en secouant la tête. Je me réveille toujours avec une boule dans la poitrine. Donna Irene, quant à elle, restait dans la même maison. La chambre de Luya restait fermée à clé, la clé étant rangée dans une petite boîte en bois dans le placard. Parfois, maman ouvrait la porte quelques minutes. Elle disait avoir besoin de changer d'air, mais elle ne touchait à rien. Le couvre-lit rose, les cahiers sur le bureau, le post-it sur le miroir avec la phrase « Bon examen », tout était resté pareil. Le jardin de manguier, celui où le temps avait rendu un morceau d'histoire, était toujours là, sans arbres, sans fleurs, sans cours, juste de la terre sèche et une absence plantée que personne ne savait récolter. Début 2020, le monde a changé, mais à Itaoka, le temps s'était déjà arrêté depuis longtemps. La pandémie a fermé les écoles, réduit les rues au silence et isolé les familles. Pendant des mois, l'école publique Padre Antonio est restée fermée, comme toutes les autres. Mais pour Irene da Rocha, le sentiment était le même depuis 2005, porte close, absence à l'intérieur, et un bruit constant dans sa tête qu'elle seule semblait entendre. En pratique, peu de choses ont changé cette année-là. L'école s'est adaptée aux cours à distance. L'administration a organisé des réunions via une application, mais les couloirs sont restés vides, et le jardin de Mangueira, devenu un simple champ avec des vestiges de rubans de police, a continué d'être évité, même sur les images satellites. À la reprise des cours en présentiel, une partie du mur latéral avait été reconstruite, et plus personne ne mentionnait la découverte du sac à dos ni celle du diadème. Comme si, plutôt que de s'attaquer à ce qui se cachait sous terre, l'école avait choisi d'enterrer sa propre mémoire. Daniel, le frère aîné de Luya, est devenu père en juillet 2020 et a prénommé sa fille Clara.
Dans la chambre du bébé, il a accroché un petit tableau avec 3 prénoms, celui de sa mère, le sien et un troisième, Louia. C'est pour qu'elle sache qui fait partie de son histoire, même s'ils ne sont plus là, a-t-il expliqué. Ce même mois, il emmena sa fille nouveau-née chez sa grand-mère. Madame Irène, plus mince, la peau ridée et le regard de plus en plus profond, serra sa petite fille dans ses bras et resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Puis elle murmura, « Elle est comme Louia bébé ». L'année suivante, en 2021, une nouvelle équipe de la police civile a pris le commandement régional. Dans le cadre d'un programme d'examen des dossiers à l'échelle de l'État, certaines affaires non résolues ont été réexaminées. Celle de Louia en faisait partie, non pas en raison de nouvelles pistes, mais parce qu'elle était l'une des rares à disposer de preuves matérielles découvertes de nombreuses années après sa disparition. La chercheuse principale, Marcelo Lemos, a sillonné la ville à la recherche de témoignages qui auraient pu passer inaperçus. Elle a réinterrogé l'ancien agent d'entretien, recherché d'anciens rapports d'entretien de l'école et même consulté d'anciens plans de la cour d'école. Mais elle n'a réussi qu'à confirmer un fait connu de tous. Le portier Joaquim Batista était resté seul dans le bâtiment scolaire pendant au moins une nuit, entre le 24 et le 25 septembre 2005, soit exactement 2 jours après la disparition de Louia. Il n'y avait aucune trace de ses activités pendant cette garde, seulement sa signature dans le registre d'entrée de l'école. La caméra du bureau, qui aurait pu enregistrer une partie de l'activité, était alors en panne. Marcelo a tenté une expérience inédite, analyser le profil psychologique de Joaquim à partir de témoignages anciens et d'archives indirectes. Il a parlé à sa famille, recherché des documents antérieurs et reconstitué son quotidien durant ses années de travail à l'école. Joaquim Batista était un homme solitaire. Veuf depuis son plus jeune âge, il vivait seul dans une maison simple au fond d'un terrain près de l'école, il n'avait pas d'enfant. Ses voisins le décrivaient comme un homme réservé, calme, mais poli. Il allait au marché aux mêmes heures, s'asseyait sur la place avec un vieux journal et cultivait un potager dans le jardin. Mais un point commun se dégageait de presque tous les témoignages, un malaise inexplicable. Il était du genre à vous regarder longuement, sans colère, comme s'il voyait quelque chose que lui seul pouvait voir, a déclaré un ancien cuisinier d'école. Je ne l'ai jamais entendu crier, mais je ne l'ai jamais vu rire non plus. Malgré cela, rien de concret n'a été constaté, aucune plainte, aucun comportement étrange signalé à l'administration. En 2010, lorsqu'il fut victime d'une crise cardiaque massive, il vivait seul. Son corps ne fut découvert que 2 jours plus tard, lorsqu'un voisin sentit une odeur provenant de la maison. L'inspecteur principal Lemos conclut son rapport par un paragraphe simple mais catégorique, des éléments pointent vers la possible responsabilité de l'employé Joaquim Batista dans l'affaire du mineur disparu. Cependant, compte tenu de son décès et de l'absence de preuves matérielles le liant directement au fait, l'affaire reste non résolue. Donna Irene n'a jamais entendu parler de ce nouveau rapport. Elle a seulement appris que l'affaire avait été réexaminée, mais que rien n'avait changé. Elle n'a pas réagi. Elle a pris son sac de course, a noué un foulard dans ses cheveux et est allée acheter du pain. C'est ce qu'elle a fait lorsque la douleur est revenue, elle est allée à la boulangerie du quartier, a acheté le même pain français, est revenue lentement et a laissé un morceau sur le comptoir de la cuisine. C'est ce qu'elle a fait avec Louia. Elle en mangeait toujours un avant le dîner, a-t-elle dit. À l'école, une nouvelle génération d'élèves grandissait sans savoir ce qui s'était passé. Le nouveau terrain, construit à un autre endroit de la propriété, était peint de couleurs vives et doté de petits gradins. Par beau temps, les enfants jouaient au ballon, riaient aux éclats et s'interpellaient. Mais si on leur demandait ce qu'il y avait sur cet autre terrain, ce coin vide près du vieux mur, les élèves plus âgés répondaient simplement, « Ce n'est pas un endroit pour jouer. » La terre n'a pas encore été replantée. Le bâtiment de l'école publique Padre Antonio n'a pas beaucoup changé au fil des ans. La façade a reçu une nouvelle couche de peinture. Le terrain de sport a été déplacé et les couloirs ont été décorés de fresques murales colorées avec des slogans motivants. En revanche, le bâtiment central, avec ses salles de classe alignées et ses hautes fenêtres à barreaux, est resté le même. Au bout de ce couloir, presque toujours fermé, se trouvait une porte que les étudiants appelaient « la dernière salle ».
C'était une ancienne salle d'archives autrefois utilisée pour stocker du matériel pédagogique, de vieux examens et des manuels. Puis elle est devenue une réserve. Avec le temps, elle est devenue inutilisable. Mais c'est là, dans le coin gauche, que se trouvait l'armoire en acier où étaient conservées les premières affiches de la disparition de Maria Luia. Certains enseignants étaient au courant, d'autres faisaient semblant de l'ignorer. En 2022, Anna Leticia, nouvelle professeure d'histoire de l'école, tomba sur ce meuble. Elle cherchait de vieilles cartes pour un cours sur le Brésil impérial. En sortant un classeur miteux, les papiers tombèrent par terre. Il s'agissait de copies de bulletins scolaires, de photos imprimées de mauvaise qualité et, en arrière-plan, pliées en 4, l'affiche originale annonçant la disparition de Luia, l'image en noir et blanc, le sourire enfantin, le nom en gras, recherché, Maria Luia da Rocha, disparue en septembre 2005. Anna Leticia n'était pas d'Itaoka. Elle avait 28 ans, était originaire de Teofilo Otoni et ne connaissait pas l'histoire. Lorsqu'elle lui a montré l'affiche, la coordinatrice pédagogique lui a dit « Garde ça, c'est mieux ». Mais elle n'a rien fait. Elle a lu tout ce qu'elle a pu trouver, cherché d'anciens reportages, regardé un podcast et a progressivement compris qu'il y avait quelque chose dans l'atmosphère de l'école que personne n'enseignait, mais que tout le monde ressentait. Le mois suivant, dans le cadre d'une activité sur la mémoire historique et les archives personnelles, Anna Leticia a suggéré aux élèves d'écrire des lettres à une personne jamais revenue. L'idée était d'aborder les thèmes de la perte, de l'absence et des histoires non résolues. Certains ont écrit à des proches décédés, d'autres à des personnalités publiques. Un élève de 15 ans a écrit à Luia. La lettre disait « Je ne t'ai jamais connu, mais je passe tous les jours près de l'endroit où tu étudiais. On dit que tu as disparu et personne ne sait comment. Je crois que tu es toujours là. Il y a un coin de l'école qui semble plus calme. Je pense à toi quand je passe. Je ne sais pas si tu l'entends, mais je voulais te dire qu'on ne t'a pas oublié, même si personne ne parle beaucoup. » La lettre n'a pas été lue en classe. L'enseignante a attendu, avec la permission de l'auteur. Elle savait qu'en Itaoka, certains mots étaient encore trop lourds pour être prononcés à voix haute. À la fin de cette année-là, un groupe d'anciens élèves décida d'organiser une réunion de classe des années 2000. L'idée était de renouer avec d'anciens camarades et professeurs. Parmi les invités se trouvait la professeure de portugais qui avait enseigné à Luia l'année de sa disparition. Elle accepta, mais demanda que personne ne mentionne l'affaire lors de la réunion. « Ça fait déjà très mal », écrivit-elle dans le message. « Je préfère me souvenir d'elle en premier. » La réunion eut lieu un samedi après-midi dans une salle louée à l'arrière-ville. De vieilles photos circulaient, des rires timides fusaient. Certains évoquaient leurs devoirs, d'autres leurs enfants. À un moment, quelqu'un demanda « Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez vu Luia ?» Le silence régna quelques secondes. L'un des hommes répondit, les yeux baissés, elle fouillait dans son sac à dos, comme toujours. Pendant ce temps, Donna Irene restait dans la même maison. Elle ne sortait plus seule. Elle passait la plupart de ses journées assise sur le porche, une tasse de café à la main, à observer la rue. Parfois, elle marmonnait quelque chose. D'autres fois, il la regardait fixement, le regard vide. Daniel passait tous les jours après le travail. J'achetais du pain, des fruits et des médicaments. Il disait peu de mots, mais il tenait à être présent. Dans la cuisine, il y avait toujours le même mur carrelé avec un verset collé sur du papier autocollant, « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé ». À côté, une vieille photo de Luia avec la tiare lilas et le fond bleu de son portrait d'école ou le portrait d'une adolescente de 13 ans qui n'a jamais vieilli. À l'école, l'enseignante Anna Leticia a été mutée dans une autre unité de Governador Valadares. Avant de partir, elle a laissé un dossier sur le bureau du coordinateur. À l'intérieur se trouvaient des copies des affiches, des textes sur la mémoire, la lettre de l'élève et une note manuscrite. Certaines absences sont plus présentes que chez beaucoup de gens. Ne laissez pas cela passer inaperçu. Personne ne répondit. Le dossier était rangé dans la dernière pièce de l'école, à côté de l'armoire métallique. La porte restait fermée.
En 2023, la ville d'Itaoka a connu une vague de chaleur inhabituelle, et les écoles publiques ont reçu l'ordre de réduire les activités physiques en plein air. Le nouveau gymnase de l'école Padre Antonio, avec son toit en aluminium, est devenu insupportable l'après-midi. En conséquence, certains enseignants ont commencé à utiliser la cour latérale, plus aérée, pour leurs activités de lecture. Et, pour la première fois depuis des années, les élèves ont pu s'approcher de l'ancien jardin de manguiers. La zone n'avait pas encore été officiellement réoccupée. Pas d'arbres, pas d'herbe. Le sol était en terre battue et rocailleux, mais dans ce coin, protégé par l'ombre partielle du haut mur, régnait le silence. Et l'ombre, les jours de grand soleil, était une invitation naturelle. C'est là qu'un groupe d'élèves s'est assis pour lire des textes sur l'arrière-pays du Nord-Est. L'enseignant leur a demandé d'écrire leurs sentiments à l'égard de l'environnement. L'un des élèves, âgé de 14 ans, a écrit « On dirait que quelqu'un a laissé quelque chose derrière lui, comme quand on quitte la maison de sa grand-mère et qu'on oublie son oreiller. » Le commentaire est parvenu au coordinateur dans le cadre d'une activité de routine, mais progressivement, de plus en plus d'étudiants ont commencé à faire des observations similaires. Il disait que ce coin de l'école avait un courant d'air plus frais, qu'on se sentait comme à l'église, ou que personne n'y courait parce que ça ne semblait pas normal. Tout cela était subtil, rien de surnaturel, rien qui puisse servir de preuve. Mais ce qui était clair, c'est que, même parmi ceux nés des années plus tard, il y avait une perception silencieuse que cet espace contenait quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué par des dons. À la maison, Donna Irene passait plus de temps allongée. Les médecins n'utilisaient plus le terme de dépression chronique, ils préféraient parler d'une vie retirée du monde. Elle ne regardait pas la télévision, n'utilisait pas le téléphone et mangeait peu. Parfois, elle s'asseyait dans la chambre de Luya et observait simplement. Daniel a dit que sa mère vivait dans sa propre tête. Sur le mur de la chambre, l'horloge s'est arrêtée un matin, sans que personne ne s'en aperçoive. Lorsque Daniel est entré le matin, il a remarqué que le silence était plus épais que d'habitude. La pièce était la même, des cahiers sur le bureau, le crayon en place, le post-it jauni sur le miroir, mais l'horloge indiquait 17h09 l'heure à laquelle, selon les registres, Luya a quitté l'école le 22 septembre 2005. Daniel changea les piles. La montre recommença à fonctionner, mais il ne la regarda plus jamais de la même façon. Au milieu de cette année-là, un journaliste du journal d'État s'est rendu à Itaoka. Il souhaitait écrire un long article sur les disparitions d'enfants non élucidés. Le cas de Luya figurait parmi les 5 cas retenus. Il a contacté l'école et tenté d'interroger les enseignants et les résidents. Beaucoup ont refusé, d'autres ont dit « Nous en avons déjà trop dit ». L'article a néanmoins été publié. Il comprenait une chronologie bien structurée, des détails sur les fouilles de 2016 et des photos du sac à dos, du diadème et du porte-clés. Il comprenait également un extrait de l'interview de Daniel, dans laquelle il déclarait « Ce n'est pas seulement la disparition de ma sœur, c'est tout ce qui a disparu avec elle. Notre paix, notre mode de vie, notre maison, tout. » L'article est devenu viral sur les réseaux sociaux. Pour la première fois depuis des années, le nom de Maria Luya est apparu dans des dizaines de commentaires. Des gens de l'intérieur du Minas Gerais, de Sao Paulo, de villes lointaines, tous expriment leur indignation, leur tristesse et leur solidarité. Beaucoup se sont demandé pourquoi l'affaire n'avait jamais été résolue. D'autres ont suggéré qu'elle soit rouverte. Mais officiellement, rien n'a changé. L'enquête est restée close. Aucun nouveau rapport médico-légal, aucun nouveau témoignage, aucune enquête en cours. Seule l'histoire circulait. Et c'était peut-être déjà plus que ce que Luya avait vécu ces dernières années. À l'école, la porte latérale, celle par laquelle Luya était sortie la dernière fois, a été remplacée par un nouveau modèle, plus haut et avec des serrures intérieures. La justification officielle était de renforcer la sécurité institutionnelle, mais personne impliqué dans la décision n'a abordé le problème que tout le monde savait être derrière. Le vieux portail, avec de la rouille au coin et des gonds usés, a été laissé au fond de la cour jusqu'à ce qu'il soit récupéré par les ouvriers de la ville. Pendant des jours, il resta là, appuyé contre le mur,
comme un monument involontaire à ce qui n'est jamais revenu. Un vieux professeur a commenté à voix basse que cette porte avait été la dernière chose que Luya avait touchée avant de disparaître. Nous pensons à une porte comme à un début ou à une fin, mais il y a des portes qui deviennent un point de disparition, a-t-il déclaré. À l'occasion du 18e anniversaire de sa disparition, en septembre 2023, Madame Irène n'a pas laissé de fleurs à l'école, ni posé d'affiches sur le portail. Pour la première fois, le rendez-vous s'est déroulé sans aucun geste visible, mais à la maison, dans la cuisine, une bougie était allumée sur la cuisinière à côté d'une tasse vide. La radio jouait une vieille chanson, et Donna Irene, assise à table, répétait à voix basse. « Si tu m'écoutes, ma fille, pardonne-moi de ne pas t'avoir trouvé. » Début 2024, la ville d'Itaoka est entrée dans une nouvelle année scolaire, comme tant d'autres. De nouveaux enfants sont arrivés, d'autres ont dit au revoir à l'école primaire, et l'école publique Padre Antonio a continué sa routine avec les mêmes cloches, les mêmes avis au tableau et les mêmes couloirs. Mais une chose avait changé, même si c'était subtil. Ces derniers mois, certains enseignants ont commencé à mentionner le nom de Luya dans des activités de lecture et de mémoire, non pas dans le cadre d'un programme officiel, ni comme une référence directe à sa disparition, mais comme un symbole de quelque chose que l'école ne pouvait plus cacher. Lors d'un cours d'écriture, un conseiller a proposé le sujet « Les gens que la ville n'a jamais oubliés ». 3 étudiants ont mentionné Luya. L'un d'eux a écrit « Nous ne l'avons jamais rencontrée, mais elle est là. Elle est par terre, dans la pièce que personne n'utilise, dans l'histoire que personne ne finit de raconter. » Le texte n'a pas été décerné ni lu en public, mais a été remis à la coordination et conservé, comme tout ce qui le concernait. L'état de santé de Donna Irene s'est dégradé en février de la même année. Elle a été hospitalisée pour des complications respiratoires. À l'hôpital, elle refusait les visites, préférant garder le silence, avec la même expression distante qui l'accompagnait depuis près de 2 décennies. Daniel jonglait entre le travail, sa jeune fille et l'écart de travail avec sa mère. Un matin, alors qu'il attendait des nouvelles dans le couloir de l'hôpital, il ouvrit la vieille enveloppe de papier que sa mère gardait à la maison. À l'intérieur, il a trouvé des copies du rapport de police original, une photo de Luya imprimée sur du papier ordinaire et une feuille de papier pliée de la main de sa mère. « Si elle revient et que je ne suis plus là, dis-lui que je l'ai cherchée, dis-lui que je l'ai crue, dis-lui qu'elle a toujours été ma fille. » Daniel ferma l'enveloppe avec des mains tremblantes, la remit dans son sac et resta silencieux. Quand l'infirmière est sortie pour lui dire qu'Irène dormait, il a simplement hoché la tête. Laissez-la rêver. À l'école, le professeur de portugais, aujourd'hui le plus ancien professeur de l'établissement, a décidé de coller un petit souvenir sur la porte de la bibliothèque. Un papier blanc, avec des lettres dactylographiées dans des polices simples, à la mémoire de Maria Luya da Rocha, 13 ans, étudiante à Watoa, disparue en 2005, jamais oubliée. Les étudiants ont demandé qui c'était, d'autres sont passés à côté, mais le nom était là et, pour la première fois depuis longtemps, écrit avec une intention claire. La même semaine, un élève de 12 ans a écrit dans une note anonyme laissée dans la boîte à suggestions de l'école. « Je pense que nous devrions planter un arbre pour elle là où ils ont trouvé les choses, pour nous rappeler qu'elle a existé. » L'idée n'a pas été officiellement poursuivie, mais quelques semaines plus tard, un petit plant de lipé jaune est apparu planté dans le coin de l'ancien jardin de manguiers. Personne ne sait qui l'a mis là, mais une enseignante a dit avoir vu Daniel seul dans la cour, les mains couvertes de terre. Le jeune arbre a poussé lentement, comme tout dans cette ville, mais dans ce morceau de terre qui avait été évité pendant des années, une nouvelle couleur a commencé à émerger et, avec elle, un nouveau type de silence. Non pas le silence de la peur ou de l'incertitude, mais le silence de ceux qui refusent d'oublier. Donna Irene est sortie de l'hôpital quelques semaines plus tard, plus faible, plus calme, mais avec la même habitude d'allumer la bougie le dimanche. Daniel s'occupait d'elle à plein temps. Clara, maintenant âgée de 4 ans, jouait dans le jardin de sa grand-mère, ne comprenant pas vraiment ce que signifiait la disparition d'une tante. Un jour, alors qu'elle dessinait avec des crayons de couleur sur la table de la cuisine, Clara demanda. « Qui est cette fille sur la photo ?» Daniel répondit calmement. « C'est ta tante. »
Elle s'appelait Luya. Et où est-elle? Daniel s'arrêta. Il regarda sa fille, puis la photo, puis l'arrière de la maison. Elle est là, mais on ne la voit plus. La fille avait l'impression d'avoir compris et continuait à dessiner, un ciel, une maison, un arbre, une fille avec un diadème. Septembre 2024. 19 ans se sont écoulés depuis la disparition de Maria Luya da Rocha. Et ce matin sec, Itaoka avait la même apparence, la poussière sur les trottoirs, le son de la radio provenant des boulangeries, le bus scolaire faisant un virage serré sur la rue principale. Mais pour ceux qui savaient où chercher, certains détails avaient changé. L'ipé jaune, planté discrètement dans l'ancien jardin de manguier, commençait à pousser. Les fines branches projetaient déjà un peu d'ombre en fin d'après-midi, et autour de lui le sol avait été dégagé. Pas d'avertissement formel, pas de cérémonie, juste des soins silencieux. Quelqu'un gardait cet espace en vie. C'était la première fois depuis près de 2 décennies que l'endroit où les objets de Luya ont été retrouvés ne semblait pas abandonné. Un responsable de l'école a dit à voix basse que Daniel venait là une fois par mois. Il s'arrêtait, regardait, parfois se mettait à genoux, passait sa main dans la terre, puis partait sans parler à personne. Dans la maison familiale, Donna Irene quittait rarement sa chambre. Il passait ses journées tout autour, dans des couvertures, même les jours de grande chaleur. Parfois, il marmonnait des phrases incomplètes. D'autres fois, il appelait sa fille par son nom, comme si elle était encore quelque part dans la maison. Daniel la surveillait patiemment, mais il savait qu'il assistait à une sorte d'adieu lent. Clara, aujourd'hui âgée de 5 ans, était celle qui égayait le plus les journées de sa grand-mère. J'aimais jouer dans la cour, grimper sur les bancs et regarder les choses dans le placard. Un de ces après-midi, elle trouva un double du diadème lilas, celui que sa grand-mère avait acheté des années après sa disparition pour le garder en souvenir. Il le mit sur sa tête et courut dans la chambre de sa grand-mère. « Grand-mère, regarde comme je suis belle. » Irène, les yeux écarquillés, regarda sa petite fille pendant quelques secondes et sourit. Un petit sourire fragile, mais réel. Il toucha la tiare du bout des doigts et dit simplement. « C'est exactement la même chose. » C'était la dernière fois que Clara portait ce diadème. En octobre, une lettre anonyme est arrivée à l'école. Écrit à la main, non signé, il était écrit. « Tu crois que c'est fini, mais tout n'a pas été dit. Le sac à dos n'était pas tout. Le reste est proche. Écoute le sol. » La lettre a été remise au conseil. La police a été prévenue, mais une fois de plus, elle a considéré qu'il s'agissait d'une farce. Malgré cela, une brève inspection de la cour a été effectuée. Pas de fouille, juste une observation superficielle. Aucune nouvelle trace n'a été trouvée. Rien qui justifierait une nouvelle fois la réouverture du dossier. La lettre a été archivée, mais la rumeur a pris de l'ampleur dans la ville. Les étudiants ont commencé à commenter le secret de l'étage de l'école. Les parents ont de nouveau mentionné le nom de Joaquim Batista à voix basse. Certains ont dit qu'il avait laissé un carnet caché, d'autres qu'il y avait d'autres objets enterrés ou même un deuxième endroit dans la cour. Rien n'a été confirmé. Aucune nouvelle fouille n'a été réalisée, mais le nom de Luya est revenu dans les conversations et, parmi les plus jeunes, il est devenu le symbole de quelque chose de difficile à nommer, l'absence, l'injustice, le silence. À la même époque, Daniel commença à écrire, non pas pour publier, mais pour se souvenir. Il a acheté un cahier ligné et a commencé à noter des souvenirs d'enfance avec sa sœur. Aujourd'hui, je me suis souvenu du jour où elle est tombée de son vélo et a pleuré parce qu'elle a déchiré sa nouvelle robe. Elle aimait les biscuits au tapioca, mais seulement ceux cassés. Nous avions l'habitude de jouer à cache-cache dans la maison. Un jour, elle m'a écrit, « Si je disparais, regarde derrière le placard. » La note n'a jamais été retrouvée, mais la phrase a été enregistrée. Daniel a écrit tout cela sans savoir ce qu'il allait faire du carnet. Peut-être pour Clara quand elle grandirait, peut-être pour personne. Mais écrire, d'une certaine manière, c'était comme creuser, dépoussiérer quelque chose qui semblait perdu. À l'école,
la plaque avec le nom de Luya dans la bibliothèque était toujours là, discrète, ferme, propre. Et l'IP a lentement commencé à s'épanouir. Les premiers pétales sont tombés au sol fin novembre. Une fille de 6e année les a ramassés et a dit « Peux-tu faire une couronne avec ça ?» Le professeur a simplement répondu « Alors fais-le. » Et elle l'a fait. Fin 2024, près de 20 ans après la disparition de Maria Luya da Rocha, la ville d'Itaoka semblait avancer, mais il y avait des espaces où le temps ne s'est jamais posé. L'un d'eux était le coin de terrain, à l'arrière de l'école publique Padre Antonio, où poussait désormais un IP jaune. Sans cérémonie officielle, sans annonce, un banc de bois a été installé sous son ombre encore clairsemée. Il a été donné par Daniel. Simple, solide, avec une petite plaque métallique fixée au dossier. Maria Luya da Rocha, 1992, disparue en 2005, élève de 8e année toujours présente. L'installation était discrète. Certains enseignants aidaient, d'autres observaient simplement de loin. Personne n'a fait de discours, mais à la fin de la journée, il y avait une fleur jaune sur le banc. Le lendemain, il y en avait 2. Clara, aujourd'hui âgée de 5 ans, jouait dans le jardin de son nouvel appartement avec les mêmes crayons de couleur qui appartenaient autrefois à la sœur de son père. Un jour, il a demandé à Daniel si Luya savait dessiner. Il répondit que oui, elle faisait de grandes fleurs avec des tiges tordues et peignait seulement le ciel en bleu jusqu'au milieu de la feuille. Comme moi ? Demanda Clara. Exactement la même chose, répondit Daniel. Elle a ensuite dessiné un arbre, une fille avec un diadème et un banc avec le nom de Luya. Il a collé le dessin sur le mur du salon et a dit « Maintenant elle est avec nous ». À l'école, les élèves plus âgés ont commencé à utiliser le banc comme lieu de rencontre. Certains lisent là-bas, d'autres restent assis. Un garçon de 8e année a écrit sur une note laissée entre les fissures du bois. « Si tu n'es pas revenu, nous sommes restés pour toi. » La note a disparu avec la pluie la semaine suivante, mais celui qui l'a vue l'a gardée en mémoire. La directrice a décidé de ne pas désigner officiellement l'espace comme mémorial, mais elle n'a jamais non plus ordonné que le banc soit retiré. Le professeur de portugais, désormais le plus ancien de l'école, a écrit avec les élèves un texte sur les souvenirs qui ne sont pas partis. L'un d'eux se terminait ainsi. Elle n'est pas revenue, mais elle n'est pas partie non plus. Il est resté dans l'arbre, sur le banc, sur le sol et dans les noms que nous prononçons encore doucement pour ne pas oublier. Daniel a commencé à visiter l'école plus fréquemment, mais jamais pour longtemps. Il s'asseyait sur le banc, observait la cour, fermait parfois les yeux. Il a emmené Clara une fois. Elle courut, toucha le tronc de l'IP, cueillit une fleur et la plaça sur la plaque. Puis il dit « C'est bien, papa. » Daniel hocha la tête et répondit « Ok, maintenant c'est le cas. » Si cette histoire vous a touché, comme elle le fait encore dans chaque coin de la ville d'Itaoka, partagez-la avec ceux qui portent aussi des absences, car parfois ce qui manque est précisément ce qui ne peut pas être effacé. Vous avez entendu l'histoire de Maria Luya da Rocha, la jeune fille de 13 ans qui a disparu après avoir quitté l'école en 2005. Que s'est-il passé? Personne ne le sait, mais son souvenir demeure là, sur le sol, dans l'arbre et chez ceux qui s'en souviennent encore. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous ressentez aussi le poids de ces silences. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires comme celle-ci. Des cas réels oubliés pendant des années, mais qui méritent d'être entendus.